Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que vous allez bien. C'est quoi que tu fais? Aujourd'hui, interview avec Tristan Archer. Salut Tristan, comment ça va? Ça va et toi Al? La forme? Ça va tranquillement, un petit peu chaud. J'ai vu que tu as sorti le débardeur, mais je présume que c'est uniquement pour montrer tes gros bras et tes tatouages. On a un petit peu l'habitude avec toi, voilà, les gros bras, la grosse tête, vous connaissez le proverbe. Non, c'est juste que j'ai pas assez d'argent pour acheter les manches. Sinon j'aurais pris un shirt avec des manches. Je vais te passer un petit peu de YouTube Money, t'inquiète pas, on est là pour ça. Ok, est-ce qu'on peut se faire un petit check de la mort qui tue ou pas pour commencer? Si tu t'en connais un? J'en ai un. Toi tu vas faire comme ça. Ouais, c'est chaud avec le micro quoi. Vas-y, d'abord on check d'abord, normal. Hop, après tu check comme ça. Avec le pouce vers le bas. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est validé. Je pense que on est sur un bon. Ça vient de la street. Bon, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, donc toi ta formation, ça s'est passé chez Landstorm. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-bas? Comment ça s'est passé? Et donc juste après ça, tes débuts, tes lancements, on va dire officiels dans le catch. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu l'histoire. En fait, je voulais apprendre le catch et en France, c'est très très compliqué de trouver une très bonne école ou une bonne école tout simplement. Et je voulais pas partir avec des mauvaises bases. Je voulais pas me catcher pendant 5 ans avec des bases pourries pour réapprendre au bout de 5 ans, ça servait à rien. Donc, je me suis intéressé un petit peu aux écoles à l'étranger et Landstorm était le seul coach à être là H24, 100% dans son école. J'aurais pu prendre l'école de HBK mais il n'était pas tout le temps là. L'école de Booker T était quasiment jamais là non plus. Les Dudley c'est la même chose parce que c'est des mecs qui sont toujours actifs, donc on les voit très peu à l'école. Donc au final c'est pour apprendre avec l'élève d'un gars, je vois pas trop l'intérêt. Pour ça je suis parti chez Lens. C'était un mec, enfin vraiment un mec en or, très franc, très direct. T'es mauvais, t'es bon. Il s'en fout que t'aies payé 4000 ou 5000 dollars. À la fin, il dira c'était bon ou c'était pas bon. Tu vois. C'est vraiment c'est le genre de comportement que moi j'adore. Donc ça a été super formateur pour moi. J'ai eu mon premier gala là-bas. Je devais faire une bataille royale et je devais être éliminé dans les premiers parce que j'étais un élève Landstorm. Et j'ai enlevé mon t-shirt. Le mec m'a dit nah, tu restes dans les 5 derniers. Et du coup, il m'a redonné une autre date juste derrière. Donc mon premier gala en fait en 1 contre 1 a eu lieu au Canada. Je suis revenu en France, c'était un peu la galère parce que personne te connaît et ça marche beaucoup en ah ouais mais lui je l'ai vu là, il faut le prendre, il faut un peu comme partout en fait. Donc j'ai mis 6 ou 7 mois avant de trouver une date. J'en ai eu une, il y en a plusieurs qui se sont enchaînés et je suis reparti directement aux États-Unis l'été d'après pour apprendre avec Joey Ryan, Jesse Hernandez. Jesse Hernandez c'est un mec qui a formé par Awesome Kong, Melina, donc un peu old school et tout, un mélange entre le catch et la lucha. C'était vraiment sympa. Et puis Joey, c'était son époque très indie californien, très spotty, pas le même que maintenant où est-ce qu'il est plus sur le comedy wrestling, sur les trucs qui font vraiment réagir les gens sur un seul gros truc sans réellement prendre de risques et tout. Donc c'est un changement de carrière pour lui, mais c'est celui qui a le plus payé au final. Et après je suis revenu en France. J'ai bossé un petit peu partout en France, un petit peu partout en Europe. J'ai été contacté par la WWE, j'ai passé un premier tryout. Pas terrible, j'ai retenté ma chance l'année d'après, c'est très bien passé. Ce qui m'a fait arriver à la CWC et puis depuis je traîne à droite à gauche, là on m'appelle. Ok, bah t'as raconté toute l'histoire là, t'es allé, il a tout dit. Le CWC, bien évidemment, on va y revenir dans quelques questions. Du coup, Landstorm, tu l'as dit, c'est une école très réputée, il y a beaucoup de gens qui passent là-bas. Il y a Beast qui l'a fait il y a quelques temps maintenant. Tu penses que ça sera assez pour lui? Il a des bonnes bases vraiment pour commencer à être catcheur, c'est suffisant cette école? Alors je sais pas du tout comment ça s'est passé pour lui là-bas en fait, donc je peux pas te dire, parce que Landstorm il peut te former mais si t'es pas bon, tu vois. Beast c'est pas le premier à y être allé. Tom y a été, j'y ai été, mais il y a beaucoup d'autres Français qui y ont été et qui n'ont jamais percé en fait, qui n'ont même pas eu de date en France, qui n'ont même pas réussi à bosser du tout en France, ou alors quelques dates et après ils ont disparu. Donc Beast, je sais pas ce que ça donne, moi je lui souhaite juste de réussir. Voilà, il faut s'accrocher au début, c'est normal. Après il connaît bien Tom peut l'aider, peut le pistonner, faire pas mal de petites choses pour lui. Après voilà, ça va dépendre de comment ça s'est passé pour lui, ce que Lens lui a dit. Si Lens lui a dit t'es bon, bah moi ce que je lui dirais c'est de continuer et voilà, t'es bon, Lens l'a dit, vas-y c'est validé. Si Lens t'a dit t'es pas bon, bah commence pas tout de suite.
trouve une autre école, retourne chez Lens, va en Angleterre, continue d'apprendre parce que si Lens dit que t'es pas bon, c'est que t'es pas prêt sur le moment, ça veut dire que tu seras jamais bon. Mais voilà, faut prendre son temps et il vaut mieux faire un bon départ tardif qu'un mauvais départ trop rapide. D'accord, donc en fait l'école de Lens c'est plutôt une base mais c'est pas forcément une garantie. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent les questions, où est-ce qu'on peut se former, est-ce qu'il faut rester en France, est-ce qu'il faut aller à l'étranger. Donc là ce que tu es en train de dire c'est que la règle c'est un petit peu pour tout le monde la même, peu importe où on est formé, faut prendre le temps et être sûr d'avoir entre guillemets ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour vraiment se lancer tout seul quoi. Ouais c'est ça, faut avoir l'aval d'un père en fait, de quelqu'un qui est vraiment dans le métier, quelqu'un à qui on peut avoir confiance tout simplement, parce que ça peut être un pote, il dit non c'est bon tu peux venir, ouais c'est un pote tu vois, tu peux pas trop te fier à ça. Tu trouves un entraîneur, si l'entraîneur au bout d'un moment tu vois qu'il n'y a pas de familiarité avec lui, qu'il ne traite pas comme un pote, tout ça, il dit bon bah c'est bon, moi je pense que tu peux y aller, c'est que tu peux y aller. Lens, voilà, il l'a pas dit on était 13 je crois, et il nous a dit à 3 personnes, vous c'est bon tu vois. Ouais donc ok, c'est vraiment une histoire de temps, d'entraînement et de répétition. Ok, ça roule. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas? C'est juste ta passion pour le catch ou il y avait quelque chose d'autre à l'époque? En fait, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup d'études. Bon, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai eu beaucoup de facilité à la fac, en fait, et même en cours en général. Donc, j'avais fini une licence STAPS, enchaîné avec un master STAPS, que j'ai eu avec la mention bien, je crois. Au-dessus de 15, c'est bien, un truc comme ça. Ouais, mais en fait, ça me faisait chier, de ouf. J'étais dans un bureau, j'étais dans une direction départementale jeunesse et sport, t'arrives à 9h, tu commences à travailler les 10h30. Entre temps, t'as lu le journal, t'as regardé un peu les infos, une vie super palpitante, ça m'a vraiment saoulé. Alors qu'on me proposait un poste, j'aurais pu directement travailler après mon master, direction départementale jeunesse et sport, poste caché, pépère, jusqu'à la fin de mes jours. Mais clairement, c'est pas ce qui me motivait le plus. Et je me suis dit qu'avant de réenchaîner avec d'autres études, parce que j'étais bien à la fac, fallait que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Donc je suis parti en usine, j'ai travaillé en 5-8, en 3-8, j'ai fabriqué de la pâté pour chat, j'ai fabriqué de la peinture pour route, des trucs dégueulasses, des trucs vraiment, je comprends, les gens ont vraiment du courage. Juste pour mettre de l'argent de côté et partir au Canada en fait, voilà, parce que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. C'était même déjà peut-être un peu tard, parce que j'avais déjà 24 ou 25 ans à l'époque, donc ce qui fait que j'ai commencé ma carrière super tard. Mais voilà, j'avais pas trop le choix en fait, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas m'amuser à partir comme ça avec un sac et puis aller à la nage parce que le billet d'avion était un peu cher. Ok, ça roule. Tu parlais tout à l'heure du CWC, tu as été l'un des premiers Français à avoir été rappelé à la WWE après un petit bout de temps, parce qu'effectivement il y avait eu Tom, il y a eu Lucas Di Leo aussi, et puis après il n'y a eu plus rien. Après c'était silence radio, on avait un peu l'impression que la WWE mettait la France de côté, volontairement ou pas. Ils venaient une fois par an pour les live events, mais on voulait un petit peu plus que ça. Et puis il y a eu cette annonce du tournoi CWC, ils t'ont choisi. Est-ce que tu as un peu l'impression d'avoir réouvert la route aux Français? C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais est-ce que tu as l'impression de revoir renclenché peut-être quelque chose et d'avoir facilité un peu l'accès aux autres Français à la WWE? Alors je sais pas si ça a ouvert la route, je sais que moi mon taf a été propre et tout, même pendant les tryouts en fait ils m'ont dit que j'avais réussi le taf, que c'est moi qui étais au-dessus du lot, blablabla, vraiment ils m'avaient grave encensé, donc j'attendais juste un retour de leur part. Je l'ai eu pour le CWC, ils m'ont demandé de perdre un peu de poids pour être en dessous des 93 kg, parce que clairement je le suis jamais. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai eu de très bons retours, je suis resté en contact avec eux, tout était très positif. Savoir si ça a ouvert la porte aux Français, oui, peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire, je suis pas dans la tête de la WWE, vous savez, c'est vraiment une question de marché. Plus ils font d'audimat en France, plus ils font de marchandises en France, plus ils font de shows en France, plus le marché français va les attirer, et donc plus ils diront, bah ouais, on va investir dans les catcheurs français parce que ça peut nous rapporter de l'argent en France. Pour l'instant, c'est pas réellement le cas, ça rapporte pas énormément d'argent. Donc je pense que ça n'a pas fermé de porte, mais je sais pas si ça en a réellement ouverte, à part au tryout, le dernier tryout où il y avait beaucoup de Français, ce qui était super positif, parce que je pense que d'ici peu il y aura un NXT Europe, que je sois dedans quand même, espérons-le, croisons touchons du singe, tiens, voilà, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Et voilà, je pense que ouvrir la porte, je sais pas, entrouvrir peut-être, mais en tout cas je sais que j'ai pas laissé un passage négatif du tout. Ok, et t'as réagi comment du coup alors qui t'a appelé et comment t'as réagi quand t'as su que t'allais faire ça? Alors déjà j'ai reçu un mail, donc j'ai reçu le mail, j'ai lu le mail, j'ai pleuré.
parce que voilà, c'était mon rêve de gosse, travailler pour la WWE. Je viens d'un bled où il y a 800 habitants, il n'y a que mon père qui travaillait, 4 enfants. Ma mère elle était nourrice, c'était la galère de ouf, j'étais habillé avec les vêtements de mes voisins et tout. Donc vraiment tu vois, je me suis dit jamais j'arriverai à bosser à la WWE, un français, je fais pas 1m90, je fais pas 2 mètres, je fais pas 120 kilos, dans ma tête c'était mort de chez mort. Et ça se voyait au travail où tu étais super intéressé par les mecs qui étaient costauds, grands et tout, tu vois. Et quand tu reçois le mail derrière et tu dis ah ouais ça va le faire, c'est maintenant, tu vois. Et je me suis mis à pleurer. 2 semaines après, je crois que je me suis arraché un adducteur, mais vraiment genre arraché, pas juste déchiré, hein. L'insertion de l'adducteur a sauté de l'os au milieu de la cuisse, donc j'ai repleuré parce que je me suis dit que c'était foutu. Et j'ai quand même continué à catcher avec parce que le médecin m'a dit c'est pas grave, les adducteurs il y en a plein. Donc je lui ai dit ouais, c'est bien, tant mieux, tu vois, parce qu'à un moment donné j'avais pas lâché l'affaire pour ça, tu vois, j'allais pas leur dire non, désolé je me suis blessé, je peux pas venir. Et non voilà, je reçois le mail, je réponds au mail et après c'est William Regal qui m'appelle. Et au début je reconnais pas parce que je pensais pas qu'ils allaient m'appeler, tu vois. Et je parle normal. Et puis à la fin je raccroche et je dis putain c'était William Regal. Oh, pourquoi j'ai parlé comme ça, tu vois. Là j'ai fait genre c'était mon pote. Je disais que yes. Je comprenais pas vraiment tout mais je disais yes à tout, tu vois. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné, tout s'est fait par mail. On est arrivé sur place, on a été pris en charge par la team WWE de A à Z. Super pro, y a pas à dire, super calé. Ok. Et donc avant ça, tu as eu les tryouts. Tu nous as mentionné 2 tryouts. Comment ça s'est passé? Parce que maintenant, les tryouts, c'est un truc assez médiatisé. C'est limite, on a les dates, on a les noms, on sait qui fait quoi à quel moment. Il y a un petit peu des récaps de la journée 1, la journée 2. C'est vraiment un truc un petit peu limite télé-réalité. À l'époque, je me rappelle que c'était pas du tout comme ça. Nous, les mecs du business, on était en galère. Fallait appeler nos contacts de machin, des salles, des trucs. Est-ce que tu as vu tel catcheur? Oui, non. C'était un peu le jeu de piste. Et moi, je me souviens que quand toi, tu as fait ça, bah, c'était un peu comme ça. Donc, comment... T'as eu des tryouts du coup? Parce qu'on savait même pas. Ouais, j'ai eu 2 tryouts. Et en fait, ouais, c'était complètement haute politique. Je m'en rappelle, j'étais au Canada chez Lens et un mec a eu un contrat. Et en fait, il l'a fêté. Et il l'a mis sur les réseaux. Et il a fait plein de trucs. Il a reçu un ordre de résiliation de contrat. D'accord. Alors qu'il l'avait signé et tout. Ils lui ont dit non, c'est bon, stop. Fallait pas en parler, tu vois. Donc c'est un truc qui te nique ta carrière pour rien, tu vois. Donc les tryouts à l'époque c'était vraiment genre c'était secret, t'étais là, appelé par la VVE, contacté par mail, patati patata, fallait pas du tout en parler, tu vois. Donc je l'ai pas fait, tout simplement. Premier tryout, comme je t'ai dit, moyen, parce que j'avais vraiment fait une grosse sèche, j'avais des abdos saillants, des veines sur les abdos. Si vous regardez le match contre Chris Hero, c'était à peu près ma shape. C'est-à-dire que je voyais toutes les fibres de tous mes muscles partout. C'était vraiment super impressionnant, je le referai jamais. Et le deuxième, je suis venu comme là, 95 kilos. Et vraiment, ils ont vraiment accroché. Limite, là, ils se rappelaient même pas de moi au premier tryout pour te dire. Alors que là, vraiment, c'était genre mon nom qui sortait tout le temps. Donc, 2 performances, 2 histoires complètement différentes. Mais c'est pareil, une fois que tu as passé les tryouts, tu peux pas en parler. Ouais. Tu peux pas dire, à l'époque, ouais, c'était galère. Ouais. Tu peux pas dire, j'étais au travail, j'ai tout géré, tu vois. Bah ouais, mais en fait, ils parlent pas de toi et t'as pas le droit d'en parler. Et si t'en parles et que ça remonte à leurs oreilles, ils peuvent te niquer, même si c'est toi qui as fait la meilleure perf. Donc tu gardes pour toi, t'es chez toi. Et t'attends. Moi, je me rappelle que Canyon m'avait dit, ouais, vraiment, t'as fait la meilleure perf de tout le tryout et tout. Et tu feras partie de la famille WWE un jour, tu vois. Je suis rentré à la chambre d'hôtel, je pleurais. Même si rien ne se passait jamais, tu vois, juste te dire que le mec qui s'occupe de ça te dit ouais j'étais bon. Il m'a juste dit ça, tu vois. Des années tu t'entraînes et le mec qui est censé être un des meilleurs recruteurs au monde puisque c'est lui qui recrute tous les talents et tout, te dit ouais t'es un bon. C'est bon, moi, ça, c'était fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc du coup, tryout, WCW. Comment t'as vécu le fait après le tournoi de pas être signé à la WWE? Est-ce que ça a été dur pour toi? Non, ça n'a pas été dur pour moi. Y a plein de gens qui me disent ouais, mais du coup, tu veux pas y retourner, patati patata. Moi, j'ai réalisé mon rêve de gosse. Comme j'ai dit, là d'où je viens, franchement, honnêtement, les gens ils finissent soit au chômage, soit caissier, soit tout ce que tu veux. Tu vois. Enfin, moi, je suis parti de là, j'ai été jusqu'à la WWE par mes propres moyens. Moi, ils m'ont repéré par rapport à un show en Allemagne. Tu vois, j'ai pas été envoyé de mail, j'ai pas fait copain avec un mec qui est en contact avec ce mec là ou quoi que ce soit, je m'en fous, c'est pas mon bail, ça a jamais été mon bail, ça sera jamais mon bail. Les gens ils m'aiment pas, je m'en fous, enfin c'est leur vie, c'est pas la mienne. Et
Et donc j'ai réussi à aller jusqu'à là, j'ai réalisé mon rêve. Franchement, limite ça sera arrêté là, ça sera arrêté là. J'aime trop le catch pour arrêter là, tu vois. Donc je continue parce que bah voilà, là il y a un choix à la PC, ça va être énormissime. Je fais des sauts, toutes les choses sont pas ouf, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment ouf. J'ai fait un match avec Travis Banks à Westcatch, c'était juste extraordinaire. Bodyzoy, c'est une expérience de ouf aussi. Pourtant, c'était un tout petit show. Enfin, tu vois, ça, c'est aussi la vie d'être catcheur. Tu vois, il n'y a pas que la WWE. J'arrive à faire de l'argent à côté. J'arrive pas à en vivre, mais voilà, je vis bien le truc. Après, si j'y retourne, tant mieux. Tu vois, si un jour on me propose un contrat à NXT UK, j'y retourne sans hésiter, tu vois, parce que c'est un bon contrat. Je connais à peu près le type de contrat que c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais voilà, après je suis pas fermé à d'autres trucs, hein. Peut-être un truc qui va arriver au Qatar pour moi bientôt qui sera assez lourd. Je peux pas en parler parce que c'est pas sûr, mais ça serait super bon pour ma carrière. Et pourtant ça n'a rien à voir avec la WWE, rien à voir avec la TNA et tout ça. Ok, ça marche. Tu as fait une petite apparition à la Progress un petit peu plus tôt dans l'année. Ouais. Donc tu gravis un peu les échelons quand même, je pense qu'on peut dire en termes de réputation, de notoriété. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu vises des trucs en particulier? Est-ce que tu vises des fédérations en particulier? Ouais, je gravite, je sais pas si je grimpe les échelons ou... Ça fait longtemps que je suis là quand même, hein. Moi ça fait 9 ans au moins que je suis en train de catcher, donc c'est un peu plus long pour moi parce que j'ai pas le style indie actuel. Le style flippy, le style machin, le style truc, tu vois, les trucs que les gens disent ah ouais ça c'est génial, ouais mais il sait pas courir dans les cordes en fait, il a juste fait un moonsault, t'as vu. J'ai pas ça, mais voilà, ouais, ça prend le temps que ça prend et moi je cours pas après les... Ça vient et ça vient pas, tu vois. J'avais envoyé un mail à la Progress il y a 4 ans je crois. Ils m'ont répondu là, ils m'ont dit viens, je dis ok. Tu vois, je viens ce qui... Avant j'avais plus une politique de... Il y a un mec qui m'a donné une date, je la change pas. Il y a Society qui m'est passé sous le nez à cause de ça. Senza a récupéré Society ce jour-là. Et depuis, tu vois, ça lui a porté chance puisqu'il a été régulier à Society et ça lui a ouvert les portes dans le reste de l'Angleterre. Donc c'est assez lourd. Mais maintenant là que j'arrive sur bientôt la fin de ma carrière entre guillemets, où voilà, je vais pas encore faire 10 ans. Si des grosses opportunités arrivent, c'est sûr que j'en ferai sauter des petites, tu vois, parce qu'à un moment donné, bon, bah, c'est bien d'être régulier, d'être... Moi j'aime bien être loyal avec les gens qui m'ont aidé, tu vois. Mais c'est le moment de me faire plaisir aussi, tu vois. C'est pas à 40 ans que je vais dire ouais, je vais aller là-bas, tu vois. Non. Ok. De retour en France, je pense que le catch, il y a une vague un petit peu de renouveau. C'est pas comparable à ce qu'on a connu il y a 10 ans, en 2008, avec vraiment toute l'ambiance WWE, les fans et tout. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, le catch indie dans le monde actuel, il y a une élévation du niveau. J'ai l'impression que c'est aussi vrai en France. Peut-être que ça met un petit peu plus de temps. C'est quoi ton regard, toi, sur ça ? En fait, en France, on a une génération de petits talents, là, de nouveaux là, qui arrivent, qui sont, moi je trouve très respectueux, qui écoutent énormément ce qu'on leur dit. Tu vois, ils ont une qualité athlétique de ouf. Aigle Blanc, Christian, on va pas se mentir, c'est des monstres athlétiques. Salem et Montero, ils ont une gimmick, ils ont un vrai flow, tu vois. Et in-ring, ils ont rien à envier à personne. Après, est-ce qu'il y a une différence avec le reste de l'indie? Je suis pas convaincu, hein, c'est juste une différence de j'allais dire de médiation, mais c'est pas ça, non, de médiatisation, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est juste ça en fait. Et j'espère que les gens ce soir vont s'en apercevoir et vont pas se dire ah ouais, la progrès c'était clairement au-dessus, tu vois. Les catcheurs français ont vraiment un niveau, faut pas se mentir, hein. Sinon Jenny serait pas plein tous les 2-3 mois, tu vois, il y aurait pas des surprises à tous les shows, il serait pas capable de, je pense à Aigle par exemple, d'avoir un match contre Tyler Bates s'il avait pas de niveau, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai vu des matchs de Tyler Bates contre des mecs anglais moins bons que celui avec Aigle, tu vois. Donc non, en France on a une nouvelle génération qui est vraiment à fond dedans, qui fait ça depuis qu'ils sont tout jeunes. Voilà, c'est aussi une différence avec moi, par exemple, j'ai dû attendre 24-25 ans, ils ont tous commencé, ils avaient 18, 19, Egg, je crois qu'il a même commencé encore plus tôt que ça. Donc plus tu commences tôt, plus les bases sont là très vite en fait. Jordynne Grace, là je parlais avec elle, elle a commencé à 14 ans, elle a 23 ans, ça fait 9 ans qu'elle est là-dedans. C'est un truc de ouf, et moi aussi j'aurais aimé catcher à 14 ans, tu vois. Je serais où maintenant? Ouais, c'est clair. Tu vois, t'as un truc de ouf. Bah, après voilà, c'est les histoires de chacun, j'ai pas de regrets. La pauvreté, oui, c'est laser, ouais. Ok, et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour le catch en France pour continuer à monter, on va dire, et gagner en popularité? Il y a des fêtes qui vont rester vraiment sur le familial, ouais, on vend des shows pour les gens du public locaux. Ça, bon bah voilà, ils resteront parce que
parce que le public local se déplace. Et puis il y a des fêtes comme l'APC, comme Westcatch, qui essaient de se tourner plus vers des smart, essayer de faire venir des gens, des trucs comme ça pour que ça évolue un peu plus et essayer de fidéliser un public qui est dans l'ambiance catch. Les gens que tu n'as pas besoin, quand tu arrives à un début de show, de leur apprendre ce que c'est un face et un heel dans le premier match. Tu vois. Ils le savent direct et ils réagissent direct. Tu vois. Ça change tout dans l'ambiance d'un show. Alors là, ce gros step que fait l'APC avec la Progress, parce que je pense que ça va être diffusé sur le site de la Progress, je suis pas sûr, mais il y a leur caméraman, donc en toute logique, ça devrait être le cas. C'est un énorme bond en avant pour eux parce que les gens pourront avoir des talents français, se dire putain nous on va les voir aussi en Angleterre, les gars que vous avez vus là-bas on les veut aussi, même une fois, même deux fois, même trois fois tu vois, même si c'est qu'un shoot dans l'année on s'en fout tu vois, ça peut être une porte ouverte pour tous ces jeunes là tu vois. Bon après s'ils me font revenir merci, mais je préférerais qu'ils fassent revenir les jeunes tu vois. Tu parles de jeunes, tu parles de nouvelle génération. J'aimerais que tu nous donnes vite fait là 3 noms de catcheurs un petit peu à suivre, qui soient français ou qui soient pas français. Des petits names comme ça sur qui il faut garder un œil. Ouais, moi je vais parler des catcheurs français parce que j'ai pas envie de parler d'autres catcheurs. Je sais qu'il y a OG et MO, là tout le monde en parle en Angleterre, j'ai pas besoin de faire sa pub, tu vois. Moi je dirais Aigle, Montero Salem en tant qu'équipe, et à égalité Christian et Durançon. Il est fort parce que je lui ai dit 3, il a réussi à placer 5 mecs. Normal. C'est Tristan Archer, je suis génie du catch français, frère. Le génie, on m'appelle le génie. T'en demandes 3, j'en donne 5. Il y a du rab à la cantine. C'est un petit peu l'idée. Ok, ça roule. On sait que tu t'es engagé auprès de Aya Catch. T'as un petit contrat avec eux, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est pas vraiment un contrat, c'est plus un accord tacite d'exclusivité en fait, au niveau des stages, au niveau des formations. Tout simplement parce que c'est la seule structure qui me propose un ring et un endroit pour faire dormir les gens. Tu vois. Alors, les gens me disent ouais mais attends il est cher le stage. Ouais mais attends écoute, c'est-à-dire que tu as le petit déjeuner, le dîner, que tu as un endroit pour dormir, te laver, etc. Donc tu n'as pas besoin de payer de bouffe le matin ni le soir et tu n'as pas non plus besoin de payer un hôtel. Donc dis-toi que tout ça c'est compris dans le stage. Maintenant, prends un hôtel. Compte combien ça fait sur la semaine, parce que tu dois arriver le dimanche soir pour être là-bas à 8h du matin, t'as pas le choix, donc il te faut un hôtel le dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Et vendredi soir si t'as pas de train ou de machin pour repartir le vendredi soir même. Donc compte combien ça fait, et au final quand tu déduis ça du prix du stage, le stage il te coûte presque plus rien. Et voilà, parce que donc pour ces raisons-là, parce que Stéphane Legas a toujours été super réglo avec moi et je pense qu'il a toujours été super réglo avec tous les workers français. Je pense qu'il n'y a pas eu un problème une seule fois avec un worker, ou peut-être, mais ça a été résolu, tu vois. Donc voilà pourquoi moi je lui fais confiance et pourquoi je continue à bosser avec lui et à faire les stages en exclu chez lui. Ok, donc tu bosses avec Aya, tu bosses aussi avec... Alors tu bosses ou pas d'ailleurs, c'est toi qui vas nous dire, avec Marc Mercier, puisque t'as apporté ton soutien au projet Grabuge qu'il avait proposé. Ça en est où ce truc-là ? Alors moi Marc, ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles. Je lui ai envoyé un message pour savoir comment ça allait. Il m'a dit ouais t'inquiète, je te tiens au courant. Au début on était il m'a envoyé beaucoup de messages. Au bout d'un moment il a un petit peu stoppé tout ça. Donc j'espère que le projet avance parce que c'était un joli projet vraiment. C'est un truc que Marc veut faire depuis des années. Voilà, il veut sortir. Pas spoiler le concept, mais ça pourrait faire sortir des gens de la misère, ça pourrait être en même temps social et éducatif et tout. Il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Et ça peut être un très très beau projet si ça fonctionne. Je sais qu'il se met à fond dedans. Et je sais que c'est beaucoup de taf. Donc voilà, moi s'il me parle pas, qu'il me donne pas de nouvelles, mais qu'au final il revient vers moi, il y a aucun souci. Enfin, même s'il revient pas vers moi, j'en fous, il y a aucun souci. Donc ça se réalise, ça peut être que positif pour nous parce que ça peut être une très grosse médiatisation pour tous les catcheurs français en même temps. Donc moi je souhaite bonne chance et puis je te passe le coucou Marc à côté de ta piscine. Un jour faudra m'inviter pour ta piscine quand même parce que ça a l'air bien quand même. Ok, et du coup, tu te vois où un peu dans le futur ? Est-ce que tu as des projets, des trucs en cours ? Est-ce que tu veux faire quoi ? Ouais, en fait, j'aimerais bien avoir mon ring. Donc, je vais essayer d'avoir un ring sur Amiens avec un... Enfin, le ring, ça va être facile, il suffit de l'acheter. Je cherche juste un endroit où je peux le poser et ne pas payer, en fait, l'endroit où je le pose, tu vois, parce que si moi, je dois payer mon propre hangar et tout, c'est même pas la peine, ça va me couler. Mais ouais, ouvrir mon école de catch peut-être sur Amiens, l'association peut-être avec Aya, voilà, pour pouvoir m'entraîner, pouvoir performer, pouvoir faire d'autres choses et peut-être réussir à autoproduire mes shows parce que ça serait le but en fait, et faire qu'avec des workers de qualité et un peu l'image de Bodyzoy qu'on fait là récemment, tu vois, essayer de vraiment faire quelque chose de propre, d'unique,
de beau dans le nord de la France, parce qu'il y a beaucoup de fans de catch dans le nord de la France, donc si on prend ce risque-là, après moi, ma carrière perso, on verra. Hein, tu sais, comme je t'ai dit, moi je contacte pas, je sais qu'au Qatar, si ça se fait, ça va être énormissime pour moi. Il y a 2 énormes noms contre qui je vais catcher, dont un que je connais et que j'avais envie de catcher depuis tellement longtemps qui sera là, tu vois. Donc si ça se fait, c'est ouf et je peux dire wesh 2019 ça y est c'est gagné. Mais voilà, moi je réfléchis pas au super long terme, tu vois. Je continue à bosser et puis c'est la VVE, c'est arrivé comme ça, j'ai rien demandé à personne. Donc on verra. Hein. Ok, ça marche. On va terminer l'interview. Je vais te demander un dernier petit truc comme ça, un peu fun. C'est le dos de l'invité. Donc soit tu me racontes un dos genre que les gens savent pas, tu vois, un truc un peu où t'as la honte de le dire sur toi. Soit tu balances, tu racontes un dos pareil que les gens savent pas trop sur quelqu'un. Alors je te laisse chercher. Moi je vais raconter un truc un peu honteux. La première fois qu'on s'est rencontrés tous les deux, c'était à la Japan Expo, je crois que c'était en peut-être 2015, 2014, ouais, franchement je sais plus, ça faisait vraiment longtemps. C'était au début où je commençais à me déplacer un peu sur les shows en France, tout ça. Et en fait je te connaissais pas, mais genre je te connaissais vraiment pas du tout. Et moi j'étais avec un groupe de potes et je te vois passer devant le ring. Et en fait je voulais prendre une photo avec mes potes. Du coup je vais te voir et je te dis excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez prendre la photo? Et toi tu me dis ouais, y a pas de souci, et tu commences à te mettre à côté de moi. Et moi je dis non mais la photo de moi et mes potes. Je m'en rappelle même pas. Je me rappelle que t'avais bien réagi, toi, genre genre limite Balek. Franchement Balek, t'as pris mon téléphone, t'as fait la photo. Et en fait c'est juste après, c'est un de mes potes, il m'a dit putain c'est Tristan Archer et tout. Tu m'as demandé de prendre la photo, même pas t'as pris une photo avec lui et tout, tu vois. Et sur le moment c'était un peu malaisant. Ouais, malaisant pour toi, mais tu sais, faut bien se rendre compte que c'est l'anonymat du catch français. Hein. Il y a 10 personnes dans la rue qui vont te reconnaître dans toute ta life, parce que c'est pas super médiatisé. Donc à partir du moment où si quelqu'un arrive à passer à la télévision ou ce genre de choses, ouais, tu vois, tu pourras avoir les gens vont vraiment pouvoir identifier telle ou telle personne, sinon c'est pas possible. Donc voilà, ouais, c'est une anecdote marrant, mais c'est pas la première, c'est pas la dernière, tu vois. Puis une anecdote sur quelqu'un, Senza Volto, sans son masque, il est moche. C'est pas une anecdote ça, tout le monde le sait. Ah ouais merde. Qu'est-ce que je peux sortir? Un petit truc où t'as eu la honte sur un show, je sais pas. Ouais, si, voilà. Je faisais un gala. C'était un gala pour André Lenoir. Donc il a arrêté il bossait avec la WS, il est parti un petit peu à son compte et puis il a arrêté dernièrement. Et j'étais contre comment il s'appelle, Michael Dante, qui était l'ancien partenaire par équipe de Tommy End, Alistair Black, voilà. Et j'étais contre lui, il était à l'extérieur et genre il était sur la deuxième corde, un peu position 619, moi j'étais à l'extérieur, j'ai couru, j'ai sauté pour faire un kick. Un peu comme Roman Reigns, mais qu'avec un seul pied, pour ceux qui voient, hein, c'était bien avant Roman Reigns, mais voilà. Et en fait sur le rebord du ring, j'ai pas vu mais il y a un clou qui dépassait. Donc du coup en fait le clou a coupé ma tenue, mais m'a aussi coupé le cul. Donc je suis remonté dans le ring, j'ai continué le match, moi j'ai pas senti en fait. Et les gens commençaient à crier « Tu saignes du cul », tu vois. Bon. Tu saignes du cul. Et au bout d'un moment, tu vois, tu finis par dire « Putain, mais qui c'est qui saigne du cul, c'est quoi ce bordel » tu vois. Et tu touches tes fesses, et là tu vois du sang, tu te dis « Ah ouais, pas bien ». Et tu vois le trou, tu sens le trou dans la tenue, mais tu t'arrives pas trop à sentir là, sur tes fesses, tu vois. Du coup je finis le match, PM, je retourne au vestiaire, les pompiers ils arrivent. Et je me dis ouais c'est bon, ils vont s'occuper de moi. Et puis là ils prennent le talkie. Ouais faut que tu viennes. Et en fait là c'est une meuf pompier qui arrive. Je sais pas comment on dit parce que pompière ça existe pas. Une sapeur-pompier on dit. Une sapeur-pompier qui arrive et les mecs leur disent tu vois, je t'avais dit que tu verrais son cul. Et j'étais là ah ouais, les sapeurs-pompiers ça rigole. Je fais on fait comment là sinon? Elle est comment la coupure? Et non vous inquiétez pas, on va vous mettre des petits straps et tout, ça va tenir. Je dis mais vous savez que moi ce soir je rentre sur Amiens, il y a quand même 6 heures de route. Non mais vous inquiétez pas. Je fais les 6 heures de route, j'arrive à Amiens et tu vois, je sens que ça. C'est peut-être un fait. Enfin, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je vais à l'hôpital, moi je dis non, mais ils auraient dû vous mettre des points de suture à ce niveau-là. Vous avez une coupure, elle est comme ça, elle est super profonde et tout. Non, ils ont abusé. Donc en gros, voilà, mon anecdote un petit peu choquante, rigolote ou je sais pas quoi, malaisante, c'est que pendant un show de catch, en fait, tout le monde a vu mes fesses en sang. Et tu t'es fait. Moi, sur ce que je retiens surtout, c'est que t'as des points de suture sur le cul, quoi. Ah bah non, ils ont pas fait, c'est trop tard. Donc j'ai une cicatrice qui est épaisse comme ça en fait. Ok, bon bah voilà, les jolies fesses de Tristan Archer. T'as un mythe gâché. Ok, ça roule. Bah merci à toi Tristan, super interview. La vérité, rien que la vérité, il a promis.
Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Des petits bisous pour tout le monde. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.